Cette semaine dans Afrique, le Croissant Rouge turc vient en aide aux populations qui souffrent de malnutrition en Somalie. À Benin City, les jeunes filles rêvent d'Europe et en Afrique du Sud, les viticulteurs s'inquiètent pour leur avenir. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Après une nouvelle attaque à la voiture piégée à Mogadiscio, le président somalien a déclaré l'état de guerre contre les Chebabs. Mohamed Abdoulaye Mohamed a aussi lancé un appel aux jeunes trompés par les insurgés islamistes. Nous leur proposons l'amnistie dans les 60 jours et nous les accueillerons de façon cordiale. Nous les appelons à déposer les armes qu'ils utilisent pour tuer leur peuple. Quelques heures plus tard, au moins 14 personnes sont mortes après le passage de leur minibus sur une mine dans le sud du pays. L'UDP, grand vainqueur des élections législatives en Gambie. Le principal parti d'opposition à Yahya Jammeh remporte 31 sièges sur 53. La formation politique de l'ancien chef de l'État, qui détenait une majorité écrasante dans l'Assemblée sortante, ne conserve que 5 députés. Le président Adama Barrow va donc disposer d'une importante marge de manœuvre pour appliquer son programme de réforme. Plusieurs villes de République démocratique du Congo, dont Kinshasa, tournaient au ralenti lundi à l'appel du rassemblement. L'opposition exige de Joseph Kabila la formation d'un gouvernement de transition jusqu'à la tenue d'un scrutin présidentiel avant la fin de l'année. Des dispositions prévues par l'accord de cogestion du pays signé le 31 décembre. Le chef de l'État a promis de nommer rapidement un nouveau Premier ministre et a demandé au rassemblement de lui proposer une liste de candidats. Zuma doit partir. Ces mots résonnent à nouveau dans les rues de Pretoria et Johannesburg après le dernier remaniement du gouvernement. La semaine dernière, le président sud-africain a nommé 20 ministres et vice-ministres, considérés pour la plupart comme ses proches. Pravin Gordhan, notamment, ministre des Finances, connu pour sa probité et pour sa lutte contre la corruption, a fait les frais de cette refonte. L'opposition béninoise dans les rues depuis quelques semaines aura été entendue. Le Parlement refuse de statuer sur le projet de révision de la Constitution. Programme phare du président Patrice Talon, la réforme constitutionnelle prévoyait entre autres la mise en place d'un mandat présidentiel unique et un financement public des partis. Baidoa, sud-ouest de la Somalie. Ils ont marché pendant des jours sous un soleil de plomb pour atteindre ce camp. Tente de fortune, riz et surtout de l'eau, des besoins vitaux à soulager. Rahmo a donné naissance à son bébé ici il y a 2 jours. Je viens d'un village appelé Chabela. Nous avons quitté notre maison à cause de la sécheresse. Nous sommes venus parce que nous avions trop faim. Pour les Somaliens, le souvenir de la famine de 2011, qui avait fait 260 000 morts, est toujours vivace. Mais cette année, les experts redoutent que le bilan soit encore plus lourd. Car de mauvaises récoltes, combinées à un manque de pluie, ont considérablement diminué les réserves. De plus, le choléra menace les populations affaiblies. Dans la capitale Mogadiscio, de nouveaux déplacés arrivent chaque jour dans les camps. Nous sommes partis, car il n'y a plus d'eau du tout. L'ONU met en garde contre la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Turquie, qui aide la Somalie depuis 2011, a décidé de mettre la main à la poche. 70 000 tonnes d'aide ont été envoyées ici par le Croissant Rouge turc et Turkish Airlines est la seule compagnie à desservir Mogadiscio. Ankara est un des principaux bailleurs de fonds du pays ravagé par la guerre et plus de 15 accords bilatéraux ont été signés. Et la Turquie ne s'arrête pas là. Au Croissant Rouge turc, nous ne travaillons pas seulement pour la Somalie. Nous avons aussi lancé une campagne pour le Yémen et le Soudan du Sud, car toute l'Afrique de l'Est est impactée et a besoin d'aide. Rien qu'en Somalie, on estime que la moitié de la population, soit 3 millions d'habitants, a besoin d'une aide alimentaire d'urgence aujourd'hui. Miracle a accepté de témoigner anonymement. Après 8 ans sur les trottoirs en Italie à vivre de la prostitution, elle est revenue avec ses 2 enfants à Benin City au Nigeria. Depuis, elle ne rêve que d'une chose, retourner en Europe pour fuir la misère de son pays. Europe, they are caring people.
En Europe, ils prennent soin des gens, ils s'en occupent, ils ne sont pas mauvais, ils sont comme Jésus. Nous, les Nigérians, on est mauvais. Seulement les riches s'en sortent et les pauvres meurent de pauvreté. C'est du Nigeria que part le plus grand contingent de migrants vers l'Italie, empruntant la périlleuse traversée de la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. À la nuit tombée, les rues de la ville sont envahies par des jeunes filles prêtes à vendre leur corps. Toutes rêvent d'aller en Europe avec l'espoir de trouver un travail. Si je vais en Europe maintenant, je ne veux pas y aller pour faire le trottoir. Je veux y aller pour travailler. Peut-être que je pourrais m'y marier, faire des enfants, avoir une vie normale, mais je ne veux pas y aller pour refaire le trottoir parce que même là-bas, c'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Poussés par le désespoir, beaucoup tombent entre les mains de passeurs qui leur promettent un emploi. Mais arrivées en Europe, elles sont obligées de se prostituer pour rembourser la dette de la traversée, entre 50 000 et 60 000 euros. Le peu d'argent économisé est envoyé aux familles restées au Nigeria. Pour moi, ces personnes ne sont pas des victimes, elles voulaient partir. Et cela sans évaluer les risques, les questions morales et les valeurs. Elles veulent partir parce qu'elles savent qu'à leur retour, elles auront quelque chose à montrer, comme la construction de maisons, conduire de jolies voitures. Et personne ne leur demande d'où vient l'argent. C'est ça le problème. Secoués par une forte récession et un taux de change qui empoisonne l'économie, de nombreux Nigérians s'enfoncent dans la pauvreté. Pour fuir, certaines femmes n'hésitent plus à courir dans les bras des trafiquants. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15-20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain. Lelissa Desisa en Éthiopie, Zersnet Tadesse en Érythrée et Eliud Kipchoge au Kenya. Ces 3 athlètes ont été choisis par un équipementier américain pour tenter de battre un nouveau record, courir le marathon en moins de 2 heures. Je ne pense pas que ce soit un projet fou. Je suis content parce que j'y crois et je pense que l'être humain n'a aucune limite. Je suis très heureux de participer à ce projet. Dans notre prochaine édition, nous irons à Durban, en Afrique du Sud. La municipalité veut transformer son centre-ville, négligé depuis la fin de l'apartheid. À la semaine prochaine.